cette mobilisation et commencer un peu par quand même par ces quelques mobilisations qui existent en ce printemps parce qu'il y avait il y a eu le 8 mars il n'y a pas très longtemps où il y avait quand même pas mal de personnes dans la rue et je voulais commencer aussi par la manifestation du 22 mars donc qui a eu lieu samedi dernier et où là aussi il y avait quand même pas mal de monde, en tout cas il y avait plus de monde que les années précédentes. Alors on en a beaucoup parlé à partir de la polémique qu'a suscité l'affiche de la France Insoumise et c'est bien regrettable et cette affiche et le fait que c'est aussi autant embolisé les discussions autour de cette manifestation qui était cette année encore plus importante. Je ne sais pas s'il y a une année où c'est moins important qu'une autre, mais en tout cas, c'était important qu'on soit encore plus nombreux cette année dans la rue parce qu'il y a eu une augmentation en 2024 par rapport à 2023 du nombre d'actes racistes et antisémites en France et de 11%. Et donc c'était important de pouvoir parler de ça et de parler aussi de l'origine en fait de cette manifestation parce qu'on n'en a pas souvent entendu, c'est peu revenu dans les médias l'origine de cette journée. C'est pas à l'initiative d'islamo-gauchistes en France que c'est parti, c'est vraiment une journée, il faut le rappeler, internationale de lutte contre les discriminations raciales et qui trouve son fondement en Afrique du Sud en 1960 quand la police en fait sud-africaine tire sur une manifestation pacifiste contre l'apartheid et tue 69 personnes. Et c'est en 1965 que l'Assemblée des Nations Unies, donc en fait ça vient de l'ONU, qui décide que chaque année il y aura une commémoration de cette date-là. Voilà, et il me semble que c'était important de préciser ça et de montrer que c'était une journée en fait qui a l'agenda chaque année et qui est internationale. Et peut-être de le rappeler à quelques-uns de nos ministres, à Retailleau notamment quand il demande l'interdiction du voile dans les manifestations sportives, que ça serait aussi important de rappeler en fait ce combat qu'a inscrit l'ONU à Manuel Valls et ce même ministre lorsqu'il participe à un colloque contre l'islamisme aux côtés de figures de l'extrême droite, ou encore de notre Premier ministre qui parle de submersion migratoire, ou encore de Macron qui, lui, a parlé du problème des Mamadou dans les urgences et qu'en fait, c'était pas un problème de moyens, c'était un problème d'immigrés. Voilà, de leur rappeler qu'en fait, c'est même inscrit dans la Charte des Nations Unies, cette volonté de mettre tout en œuvre pour faire reculer les discriminations racistes. Discrimination raciste et bien évidemment rappeler aussi que cette manifestation c'était aussi contre l'antisémitisme et de dire aussi que comme les autres formes de racisme, l'antisémitisme est toujours bien vivace dans notre pays et dans le monde, comme en témoigne l'agression qu'il y a eu dimanche dernier. Et du fait aussi, et c'est un signal qui est aussi extrêmement inquiétant du regain d'antisémitisme, en fait, de la montée en puissance des groupuscules néo-nazis et des régimes fascistes dans le monde. Et je pense que c'est important de ne rien céder sur cette question-là, en disant que la montée de l'extrême droite, en fait, est responsable et amène la montée de l'antisémitisme. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut présenter les choses pour, d'une part, dire que, non, l'antisémitisme n'est pas résiduel et existe toujours, et de contrer aussi l'instrumentalisation qui peut être faite de cette lutte contre l'antisémitisme par l'extrême droite, principalement, pour avancer ses idées islamophobes, anti-arabes, racistes. Voilà, mais de montrer que c'est bien l'extrême droite qui fait des saluts nazis, que ce soit aux États-Unis, mais même en France avec des élus du Rassemblement national. Rappelez qu'il y a eu des manifestations qui sont déroulées dans Paris récemment avec des slogans de Paris est nazi, qu'il y a eu aussi c'était le même jour, le local kurde qui a été attaqué et qu'un syndicaliste de la CGT a été blessé à ce moment-là. Et sur la question aussi des actes islamophobes et racistes, parler notamment de ce crime raciste qu'il y a eu cet été envers l'éducateur là dans le Nord et qui est en cours
où la famille se bagarre pour faire reconnaître ce crime raciste. Voilà, donc je voulais d'abord commencer par un peu ce contexte avec la manifestation de samedi dernier et de faire le lien aussi avec l'instrumentalisation qui est faite de cette lutte contre l'antisémitisme et de l'amalgame qui continue en fait d'être fait avec les politiques, la dénonciation de la politique du gouvernement israélien, et c'est dans ce sens-là que tu as fait un communiqué qui s'offusquait de l'interdiction de la conférence de Salah Hamouri de week-end il y a 15 jours. Voilà, pour dire qu'en fait, ça n'avait rien à voir, les actes antisémites qu'il pouvait y avoir, et le fait de dénoncer légitimement le massacre des Palestiniens qu'il peut y avoir à Gaza et en Cisjordanie. Voilà, donc on continuera et à lutter contre l'antisémitisme et à dénoncer ce génocide, tout comme on continuera aussi à se tenir aux côtés du peuple ukrainien et à réclamer qu'il soit soutenu, y compris y compris militairement, sans pour autant défendre l'envoi de troupes au sol, bien évidemment. Mais voilà, de se tenir là aussi aux côtés des peuples opprimés et qui, comme en Ukraine, là subissent donc l'agression par la Russie. Parce que c'est le peuple ukrainien, mais c'est aussi de penser au peuple russe qui, si là, en fait, il y a une abdication, parce que c'est ça, en fait, les négociations qu'il y a, qui sont extrêmement favorables à Poutine, c'est une sorte d'abdication de l'Ukraine face à la Russie. Et acter ça, c'est aussi acter le pouvoir qu'a Poutine, la force qu'il a, y compris au sein de son pays, où il y a quand même un peuple qui est sous son joug et qui, si là, il gagne cette guerre en Ukraine, en fait, va être renforcé, y compris dans son propre pays. Voilà, par contre, il faut se garder de à la fois se tenir aux côtés, il faut être à la fois aux côtés du peuple ukrainien, mais dans le même temps reconnaître aussi que la France aussi a eu une histoire coloniale. Et par exemple, sur le cas de l'Algérie, si on reconnaît qu'il y a des impérialismes et qu'il y a des pays qui tentent d'envahir certains autres, on ne peut pas faire comme le gouvernement fait, nier qu'il y a eu une colonisation en Algérie et qu'il y a eu des crimes qui ont été commis en Algérie et se passer là. On ne peut pas non plus se servir de la guerre pour vouloir brader nos conquis sociaux, demander aux travailleurs qui liquident l'idée de revenir sur la retraite à 60 ans, de travailler plus ou de faire des sacrifices. On ne peut pas non plus se servir de la guerre pour engraisser des industriels de l'armement sans poser la question de à qui profite cette économie de guerre et poser la question de la nationalisation éventuelle de l'armement. On ne peut pas non plus utiliser un discours guerrier pour renforcer des sentiments nationalistes et xénophobes. Et au sein de notre pays, utiliser un discours guerrier pour parler de la délinquance des jeunes, par exemple, ou du narcotrafic, en justifiant de mesures dérogatoires aux droits ou de mesures répressives encore plus dures, comme ça a été fait dans le passé avec les lois terroristes qui, de provisoire, sont rentrées dans le droit commun et qui, là, par le biais de certaines mesures dans le narcotrafic, se généraliseraient aussi à l'ensemble de la population demain. Voilà, donc ce que nous on dit, c'est que plutôt que de tirer dans le portefeuille des Français, c'est d'aller chercher pour financer ces dépenses en armement les avoirs russes, demander une plus grande participation des milliardaires, qui soient russes, mais aussi français. Et cette question de comment mieux redistribuer les richesses, de comment aller chercher l'argent là où il se trouve dans le portefeuille des milliardaires et de mettre un terme aux politiques néolibérales, c'est aussi ce qui guide nos rencontres en circonscription. C'est à la fois les questions qu'on a portées sur la question de l'hôpital en rencontrant les syndicats des agents hospitaliers, de voir comment, la question derrière, c'est comment financer la sécurité sociale. C'est aussi aux côtés des travailleurs de la CGT de la MED que tu as rencontré il n'y a pas très longtemps
qui là se bagarre aussi pour faire reconnaître en fait les maladies qui sont liées à la pollution sur le site de la Med, parce que Total ne veut pas en fait, aimerait bien déroger aux normes qui fixent des seuils en fait. Voilà, qui protègent les salariés. Et donc, voilà, on les a rencontrés il n'y a pas très longtemps. C'est aussi dans cette optique qu'on a contacté les salariés de Darty. Alors, je les avais invités pour qu'ils prennent la parole ce soir, mais ils ne pouvaient pas. Mais vous en dire quand même un mot, parce que ça se passe à Marseille. Donc, c'est les salariés de Darty qui seront transférés là, au 1er avril à l'Estac, aux sous-traitants Intelsia. Et en fait, Darty utilise la possibilité de transférer une entité économique autonome pour ne pas avoir à les licencier et les transférer à Intelsia qui conservera leurs acquis pendant 15 mois. Mais au-delà des 15 mois, en fait, ils ne savent pas du tout si ils continueront avec les mêmes conditions de travail, le même contrat. Voilà, on a aussi rencontré une journaliste et une chercheuse sur la question des travailleurs étrangers détachés ou sous contrat OFII qui sont totalement exploités sur la Camargue, notamment dans des grosses entreprises comme Terra Fecundis. Voilà, et puis il y a aussi eu plein d'autres rencontres en circonscription que je te laisserai détailler. Mais voilà, c'était aussi pour remettre un peu le fil, enfin, ce qui nous guide dans les rencontres qu'on fait en circonscription, c'est toujours voilà, comment obtenir plus de protection pour les salariés, pour les travailleurs, comment améliorer ce droit-là, et puis comment aussi où aller chercher l'argent, que ce soit sur la question de la sécurité sociale, mais aussi voilà, de la santé au travail. C'est un dossier qu'on a commencé à ouvrir et qui se poursuivra. Voilà, je te laisse le micro. Alors, on peut pas, merci à toutes et tous, pour poursuivre un peu sur ce bilan de la circonscription et de ce qu'on a fait sur les derniers mois. Je vais commencer évidemment par la situation internationale, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était aux vœux. Trump venait d'être élu, hein, on se refait le film, et depuis, Trump agit. Bon. Il agit et ça a des conséquences assez massives à l'échelle internationale et du coup, ça a été aussi l'objet de débats à l'Assemblée nationale. Alors, ça a déjà des conséquences en Palestine. Je voudrais quand même qu'on ait une pensée ce soir pour ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, mais aussi au Liban. Donc, on a une offensive qui est dramatique de l'armée israélienne. Donc, les morts continuent d'augmenter. On était à 40 000 morts avant ces nouvelles offensives. Mais ce que je voudrais dire, à mon avis, et ce qui est important, c'est c'est possible parce que Trump soutient Netanyahou. Enfin, il y a un soutien qui est massif et quasiment inconditionnel. Donc là, on a vraiment une augmentation dans le soutien. Mais c'est aussi, ce que je voulais aussi rappeler quand même, c'est que toute cette affaire-là, ça procède d'une politique d'extrême droite. Je voudrais rappeler quand même que Netanyahou est soutenu par un gouvernement d'extrême droite et que le projet de Netanyahou, qui est un projet d'épuration ethnique. Et ce projet d'épuration ethnique conduit au génocide. C'est ça la logique, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Il vise à débarrasser Gaza de sa population initiale. Comme d'une certaine manière, Trump a un projet d'épuration ethnique, a un projet fasciste. Pour l'instant, est-ce que c'est le fascisme aux États-Unis? Non, ce n'est pas le fascisme aux États-Unis parce qu'il n'a pas encore les capacités pour mettre complètement en œuvre son projet au sein de son pays, mais le projet est bien là. Le projet est bien là, d'épuration ethnique aussi, d'une certaine manière, avec la volonté de renvoyer massivement chez eux énormément de migrants. Et donc on a la première puissance mondiale qui est dans cette logique fascisante. Mais en réalité, Poutine a la même logique. Et je crois que les uns et les autres, on ne l'a peut-être pas assez vu. C'est-à-dire que ce qui vraiment motive le régime poutinien, qui est dictatorial et qui met les gens en prison, etc., c'est une logique d'épuration ethnique aussi. C'est-à-dire qu'en gros, il demande dans les provinces ukrainiennes, qui sont à majorité russophones, d'être rattachés à la Russie. Mais il a le même projet en Moldavie, il a le même projet en Estonie. Donc il va redessiner les cartes de l'ensemble des pays baltes avec ce projet-là.
d'expansion d'expansion russe basée sur quelque chose d'ethnique. Mais croire que automatiquement un Estonien russophone veut être sous domination russe, c'est faux. C'est une vision ethniciste des choses. Voilà. Donc je crois qu'il faut qu'on ait conscience qu'on est face à des projets racistes d'extrême droite. Et ce qui, à mon avis, est important dans cette configuration, c'est que finalement, l'ennemi intérieur en France, ce n'est pas le terroriste, ce n'est pas la population musulmane, c'est l'extrême droite. Puisque l'agenda de l'extrême droite française est aligné sur l'agenda de l'extrême droite américaine et de l'agenda de l'extrême droite russe. Donc ça nous permet aussi de reconfigurer ce discours, ce pseudo-discours sur l'ennemi intérieur. C'est-à-dire, en réalité, nous combattons la même chose en France et en même temps contre les États-Unis et contre la Russie quand ils ont des politiques d'extrême droite. Bon. Mais tout ça, il faut le faire parce que nous ne sommes pas dans des logiques racistes d'épuration ethnique, nous sommes pour le faire en tendant la main en permanence au peuple. Donc on tend la main au peuple russe comme on doit tendre la main au peuple américain, évidemment. Et une des tâches, à mon avis, des syndicats dans la période, ce serait de retisser des liens vis-à-vis des travailleurs américains, retisser des liens. C'est très difficile parce que la Russie est ce qu'elle est en ce moment avec les travailleurs russes, mais c'est une tâche importante, comme on devrait aussi avoir à essayer de retisser des liens avec les travailleurs israéliens. Je pense que c'est la même logique. Il faut qu'on soit dans cette idée d'isoler en réalité ces pouvoirs fascisants de leur population et de leur peuple. Voilà. Ça, c'était un peu en introduction. Mais c'est une conséquence à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un débat sur l'Ukraine. Donc, les uns les autres, vous avez vu, on a dû voter une résolution sur l'Ukraine. On n'a pas eu les mêmes votes les uns les autres, au sein du NFP. Moi, j'ai choisi de voter la résolution. Je vais vous l'expliquer. Pourquoi j'ai choisi de voter la résolution ? Parce que cette résolution, c'était une résolution d'un groupe, l'UOT, ce n'était pas la résolution du gouvernement, qui visait à réaffirmer notre solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien. Et cette résolution, il y avait un élément important qui n'est pas voulu par le gouvernement, qui était de réquisitionner les avoirs russes, pour utiliser les avoirs russes pour aider le peuple ukrainien. Bon. Moi, il y avait l'ambassadeur d'Ukraine. Moi, je crois que dans la période, et avec ce qui s'est passé entre Zelensky et Trump, c'était une semaine avant, l'humiliation du chef de guerre ukrainien, parce que Zelensky est aussi le chef de guerre ukrainien, et l'isolement de l'Ukraine et l'isolement du peuple ukrainien faisait qu'on avait besoin de réaffirmer, nous, en tant que Parlement français, notre solidarité vis-à-vis de l'Ukraine. Donc moi, j'ai choisi de voter la résolution, sachant qu'il y avait des problèmes dans la résolution sur l'OTAN, sur l'Union européenne, et que d'autres ont choisi de s'abstenir. Le groupe GDR, par exemple, s'est scindé entre ceux qui s'abstenaient et ceux qui ont voté contre. Et la FI a fait le choix de voter contre. Elle a fait le choix de voter contre parce que ce qui, pour elle, était le plus important, c'est que cette résolution, comme tout le discours de Macron, visait, en fait, à nous emmener dans l'économie de guerre. Moi, je pense que tout le monde avait raison en réalité. C'est vrai qu'il faut éviter, et Pauline l'a dit, qu'on soit embarqué dans ce délire d'économie de guerre qui est utilisé pour casser nos services publics, pour casser nos droits sociaux. Bon, mais en même temps, il y a la question de la solidarité avec les Ukrainiens. Donc voilà, on est toujours dans ces situations complexes. Mais je crois que les uns et les autres, même si on n'a pas eu les mêmes votes, on a dit à peu près les mêmes choses. Et l'important, c'est qu'on arrive à avoir un discours commun de l'ensemble de la gauche pour dire non à l'économie de guerre, oui à la solidarité internationale. Et je crois qu'on est tous et toutes d'accord sur ça, en fait. Bon, une fois que j'ai dit ça sur la question internationale, quand on a une fascisation du monde, à mon avis, il faut retrouver la boussole la plus simple. C'est quoi défendre, finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux à défendre quand les fascistes sont aux portes du pouvoir? Ce qu'il y a de plus précieux à défendre, c'est les droits. C'est nos droits simples, démocratiques. Donc c'est les libertés fondamentales. Et ça, c'est un premier sujet sur lequel on a beaucoup milité ces derniers temps. Pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est dans ces moments-là de fascisation, et puis le fascisme, c'est pas noir ou blanc, c'est pas un jour on n'est pas fasciste, un jour on devient fasciste. Ça s'est jamais passé comme ça au Portugal de Salazar, entre 28 et... Même l'Italie mussolinienne, il y a tout un processus entre 21, 24, 25, enfin, petit à petit de fascisation du pays. Et donc la France, même si Marine Le Pen n'est pas au pouvoir, en fait, il y a déjà des alertes sur ce processus de fascisation en France. Bon. Et donc, respecter les droits, ça a été notre boussole aussi sur la proposition de loi sur le narcotrafic, qui sera votée mardi prochain. Premier sujet. En gros, ça part d'une bonne idée, c'est-à-dire qu'on a un problème avec le narcotrafic et qu'il faut arriver à résoudre ce problème. Bon, on ne peut pas nier le problème.
hein. Il y a des centaines de gens qui subissent ça. Il y a des minots qui sont embarqués dans le narcotrafic. Il y a un livre qui est fabuleux sur les cramés, là, qui est magnifique, que je vous invite à lire, parce que ça nous montre la misère que génèrent ces trafics, etc. Bon, comment on fait pour lutter contre le narcotrafic? On suit l'argent et on tape au portefeuille. En gros, c'est une partie de la loi. Donc on ne peut pas être complètement contre parce qu'il y a quelques avancées dans ce sens-là. Bon, on verra bien si on vote à la fin, sachant que cette loi procède d'un rapport du Sénat qui était un député PS et d'un député LR. Non, Renaissance peut-être. Bon, donc il y a des choses là-dedans. Et il y a des choses positives dans cette loi, sur les repentis, typiquement. On s'inspire beaucoup de ce qu'ils ont fait, de ce qui a été fait en Italie contre la mafia. Bon, donc il y a des choses positives. Mais dedans, il y avait des horreurs. Et on a dû les combattre pied à pied. Des horreurs, typiquement, ils ouvraient la possibilité de façon administrative de regarder dans vos téléphones les boucles Telegram, WhatsApp, etc. sans avoir affaire à un juge. Pareil, ils ouvraient la possibilité d'avoir des dossiers coffres, c'est-à-dire qu'une partie du dossier d'instruction ne soit pas consultable par l'avocat. Ils ouvraient encore la possibilité d'ouvrir vos ordinateurs automatiquement. Voilà. Tout ça, encore une fois, normalement, c'est pour les grands criminels, etc. Mais les définitions des critères, en fait, étaient extrêmement floues. Pareil, moi, je suis beaucoup intervenu, vous pouvez les retrouver, sur les prisons de haute sécurité. Donc, ils vont recréer des prisons de haute sécurité. Évidemment, ils disent, bon, c'est que pour les très grands trafiquants, pour éviter qu'ils continuent à gérer leur trafic de leurs cellules. Et c'est vrai que moi, quand on a rencontré la directrice des Baumettes, directrice des Baumettes, qui d'ailleurs, effectivement, avait en fait un contrat sur sa tête et qui, normalement, pouvait même plus se déplacer parce qu'elle avait un contrat sur sa tête. Donc, on comprend quand même, voilà. Et elle nous disait qu'effectivement, certains dealers, certains narcotrafiquants géraient tout de leurs cellules. C'est vrai. Bon. Mais moi, la réponse que je fais, c'est est-ce qu'on a déjà besoin de prisons de haute sécurité pour limiter ça? Non, il suffit déjà de diminuer la surpopulation carcérale, d'avoir suffisamment de gardiens de prison, et puis on règle les choses. Bon. Non, ils vont faire des prisons de haute sécurité. Donc c'est des prisons où vous vous retrouverez seul dans une cellule jusqu'à 4 ans, ils avaient envisagé, le Conseil d'État a dit non quand même, ça va revenir à 2 ans, totalement isolé. Vous ne pourriez même pas voir votre avocat, vous pouvez le voir que en visioconférence, imaginez quand même le truc. Donc pendant 2-4 ans, vous ne voyez personne. Bon. Donc normalement, c'est interdit. Voilà, au niveau international, on ne peut pas faire subir ça. C'est quasiment de la torture blanche. C'est ce qu'on... Donc moi, ce que je leur ai dit, c'est que évidemment, c'est difficile de faire... On peut toujours dire que c'est inhumain pour les narcotrafiquants. Mais bon, la population nous dit oui, mais enfin bon, les narcotrafiquants, ils l'ont cherché. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tous là, et puis tous ceux à l'Assemblée, moi je leur regardais, je dis, demain, vous serez dans cette prison. Pourquoi? Parce que demain, un jour, on a un gouvernement d'extrême droite, et on a un type qui vous fout de la coke dans la valise. Et vous devenez narcotrafiquant et vous finissez en prison de haute sécurité. C'est exactement ce qui se passe dans certains pays d'Amérique latine aujourd'hui. Parce qu'on croit tous que, non, on ne sera jamais inculpé de narcotrafic. Mais c'est très facile de se faire inculper de narcotrafic. C'est régulièrement que ça arrive, en fait. Et puis, d'ailleurs, il y a des Français qui ont été inculpés. Il y en a un qui a été inculpé en Chine, là, récemment, il me semble, à la peine de mort pour ça. Donc vous voyez bien quand même que c'est pas du délire. Donc on a milité, donc moi je suis intervenu à de nombreuses reprises sur la question, et on a visité la prison, le centre pénitentiaire pour mineurs, qui pour moi, comme pour Pauline, je pense, ça a été un choc de visiter ce centre. Je ne sais pas si vous le connaissez, à la Valentine. C'est terrible, c'est-à-dire que c'est terrible. Alors on rencontre la direction de la prison, qui vous disent, bon, ils vous ont école, il y a plein d'activités, etc. Bon, ils tardent le moment où on rencontre les enfants, ils nous font patienter, ils nous font discuter avec les uns, les intervenants là, les soignants, les infirmières, tous ces personnels sont géniaux. Ils nous disent tous quand même qu'il leur manque en gros 50% des effectifs. Bon. Et on arrive, on va voir les enfants. Parce que c'est des enfants, c'est vos enfants. Ils ont 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ils sont dans des cellules de 9 mètres carrés dégueulasses qui puent. Avec des barreaux, tu ne peux même pas sortir la main. Et quand le premier que je rencontre, il me dit « Ah bah ouais, ça serait bien d'avoir l'école, mais là, on n'a pas école en ce moment. » Et en fait, je dis « Mais pourquoi ils n'ont pas école là ?»« Ah bah, il n'y avait pas assez de gardiens de prison aujourd'hui, donc il n'y a pas école. » La semaine d'après, il y a une autre équipe qui est allée, pareil, ils n'avaient pas école. Donc en fait, ils n'ont pas école.
Voilà. Et il y en a un, il me dit, moi je voudrais bien, j'aime bien l'école, j'aimais pas l'école avant, mais là j'aime bien l'école, c'est la seule chose que je trouve bien en prison, c'est l'école. Mais là, ils m'ont interdit d'y aller, tu te souviens? Ils m'ont interdit d'y aller parce que je me suis engrainé avec un autre et j'ai été puni et pendant 2 semaines, j'ai plus le droit d'aller à l'école. 14 ans, 15 ans. Bon, donc très sincèrement, est-ce que c'est comme ça qu'on va permettre de réinsérer ces gamins? Non. Non. Et c'est bien pire. Enfin, franchement, quand vous allez les voir, c'est pire que pour les adultes. Parce que les adultes, ils sont endurcis. Vous voyez ce que je veux dire? Un gamin, il est tendre. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. C'est des gamins, c'est des enfants. Enfin, franchement, j'ai fait des interventions au lycée. C'est les mêmes enfants de Marseille. C'est les mêmes. Enfin, il n'y a pas de différence, quoi. Voilà. Donc, je crois que, et nous, on a vraiment interpellé, du coup, dans la presse, etc., pour dire que ce n'est pas la façon de gérer la délinquance des mineurs. Donc, je reste convaincu que l'emprisonnement, ce n'est pas la solution. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel il faut lutter. Donc ça, c'est la question sur le droit, sur la justice. On est intervenu sur ces sujets-là. Et sur l'excuse de minorité aussi. Oui, qui veulent supprimer. Non, maintenant, ils veulent même jusqu'à 15 ans en passer en comparution immédiate. C'est passé au Sénat. Attal a fait passer ça. Donc voilà, on est dans ce climat-là, de peur, de racisme, où ça leur fait faire les pires folies en termes de perte de droits et de liberté individuelle. Deuxième sujet important, c'est la question, tu l'as dit, de l'enseignement supérieur. Parce qu'évidemment, Trump, on l'a vu, c'est criant, il s'en prend aux scientifiques. Bon, il s'en prend à l'éducation aussi, il supprime le ministère de l'Éducation, mais il s'en prend aux scientifiques. Il y a un scientifique français du CNRS qui n'a pas pu rentrer, qui s'est fait fouiller, qui a dû revenir en France. Le FBI a ouvert une enquête juste parce qu'il avait fait des critiques de Trump sur ses messageries privées. Bon, et là, il s'en prend aux scientifiques, il renvoie des scientifiques massivement, il modifie les bases de données. Donc là, on est dans le système orwellien. Enfin, même les soviétiques n'ont fait que... Enfin, il y a eu une période avec Lysenko, pour ceux qui connaissent bien leur histoire. Il y a Lysenko, ça a été une catastrophe, et Staline, après, a arrêté d'emmerder les scientifiques. Et sur les scientifiques physiciens nucléaires, il les a jamais emmerdés. C'est comme ça que les Russes ont réussi à avoir la bombe atomique, parce que sinon, si le politique décide pour les scientifiques, à la fin, c'est fini, il n'y a plus de recherche scientifique. Bon. Donc cette question, moi, je l'ai portée à l'Assemblée, puisque j'ai posé une question au gouvernement sur le sujet. Je pense que vous pouvez la retrouver. Mais j'ai voulu dire, bon... C'est grave ce qui se passe aux États-Unis, bien sûr, et on va les recevoir, les scientifiques américains. Il faut aussi recevoir les scientifiques palestiniens, au passage, et les scientifiques syriens. Hein. Mais en réalité, en France, on n'est pas beaucoup mieux lotis. Bon. Pour 2 raisons. D'abord, parce que les politiques, depuis quelques années, franchissent la ligne jaune, régulièrement. Je vous rappelle juste Madame Vidal, sur l'islamo-gauchisme, et Attal récemment. Ça, c'est moins vu, mais Attal a participé au conseil d'administration de Sciences Po, alors qu'il n'est pas élu et qu'il n'a pas le droit, en tant que Premier ministre, d'y participer. Il s'est invité à la direction de Sciences Po. Bon, la direction de Sciences Po a fait un courrier ensuite contre Attal incendiaire, en disant que c'était inadmissible, que, en fait, c'est très ancien le fait que les instituts scientifiques, les universités, sont indépendantes des pouvoirs politiques. Enfin, c'est un truc, c'est une longue bataille, commence au Moyen-Âge, je pourrais vous raconter, voilà. Mais c'est une très longue bataille. Et on a gagné, au moment des Lumières, cette indépendance entre le champ scientifique et le champ politique, le champ des églises. Bon. Et donc, ils sont en train de remettre en cause ça. Et c'est pour ça que là, j'ai gagné quelque chose qui est lié à ça sur le HERS. Alors, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est le Haut Comité à l'évaluation de la recherche scientifique. Mais en gros, un jour, ils ont créé un bidule. Il y avait son ancêtre, ça s'appelait l'AERS. Bon, ils créent un bidule qui organise l'évaluation des chercheurs. Et ils créent un autre bidule qui... créer des appels d'offres pour que les chercheurs n'aient plus de crédit et soient obligés de répondre à des appels d'offres en permanence pour rechercher l'argent. Donc. Et puis alors le truc, au milieu, vous avez des fonctionnaires. Donc ils se sont dit, oui, on fait des appels d'offres, mais si les fonctionnaires n'ont pas envie de faire les appels à projets, il y a un problème. On est embêté. Eh bien oui, mais vous créez l'agence d'évaluation qui gère ensuite l'évaluation, et comme ça, ils sont contraints d'y aller, parce que sinon, finalement, ils sont mal évalués et leurs unités peuvent fermer. Voilà. Sauf que le système n'est pas complètement bouclé, hein, parce que ce n'est pas l'agence qui évalue qui embauche les personnels. Voilà. Mais c'est ça ce qu'on a actuellement. Donc ce truc-là évalue tout. Hein. Ça évalue les unités, ça évalue les universités, ça évalue le CNRS, ça évalue tout ce qui crée, tout groupe qui est créé, il faut l'évaluer. Complètement délirant. Donc c'est une bureaucratie sans nom. Et donc là, on est dans un projet de loi sur la simplification de la vie économique. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui manquait. De la vie économique. Ce projet de loi, c'est une horreur, ce projet de loi, au passage.
Là, j'étais en commission jusqu'à ce matin encore dessus. Ils ont voulu supprimer l'OFB, l'ADEME, ils suppriment tous les conseils, tous les trucs. Ils ont supprimé les Césaires, pour ceux qui savent. C'est supprimé, c'est fini, il n'y a plus de Césaires. Les Césaires, c'est le Conseil économique et social et environnemental régional. C'est la déclinaison du CESE à l'échelle des régions. Bon, voilà. Et donc, moi, je leur ai proposé de supprimer le HERS. Puis en fait, du coup, comme ils ne connaissaient pas trop et que ça rapportait de l'argent, et c'est passé. Donc ça devrait passer en séance, a priori. Donc voilà, donc ce combat sur la science, moi, il me semble très important, parce que je ne crois pas qu'on puisse vraiment aller vers une société d'émancipation si on peut plus se fonder sur des faits un peu solides qui sont notamment donnés par les scientifiques. C'est-à-dire que comment le politique, comment le citoyen peut décider entre, par exemple, deux sources d'énergie, entre plusieurs choix qui s'offrent à lui, s'il n'y a pas des scientifiques qui ne décident pas, mais qui donnent l'état de l'art, en fait. Bon, c'est très important. Et je crois qu'il y a vraiment une attaque frontale contre les scientifiques. En plus, donc, il y a eu une magnifique mobilisation en France avec Stand Up for Science, qui est partie des États-Unis, qui a rebondi en France. On y est allé, nous, avec Pauline. Et voilà, moi, je crois qu'il faut vraiment que les scientifiques se bougent pour se mobiliser, parce que là, sinon, comme tu l'as dit, la suite, ça va être le CNRS, ça va être les universités les unes après les autres, etc. Voilà pour le deuxième gros sujet. Troisième sujet, Pauline, tu en as dit un mot, c'est les questions sociales, parce qu'on n'abandonne ni les questions sociales ni les questions écologiques. Sur les questions sociales, je suis beaucoup sur les questions de santé. Donc en pêle-mêle, sans rentrer trop dans le détail, je suis intervenu sur les questions d'alcool régulièrement. Je ne sais plus, c'est devenu... Alors jamais avant, je ne sais pas. J'ai été touché par la grâce il y a 6 mois, et depuis, je suis une fixette là-dessus. Je suis le seul député qui a voté contre les licences 4 et la généralisation des licences 4 en zone rurale. Il y en a un en France, c'est moi. Tout le monde était pour, parce que tout le monde pensait que c'était très bien de faciliter les licences 4 en zone rurale pour le dynamisme des communes rurales, etc. Et moi, j'aurais dit, écoutez, non, on peut monter un bar sans licence 4, par ailleurs. Hein, la licence 4, c'est l'alcool fort. Je ne vois pas, ça me paraissait saugrenu. Hein, l'alcool génère en gros 400 000 décès par an, des problèmes sur la route, etc. À la limite, il y aura un truc en même temps de santé publique à côté, je ne dis pas, mais là, il n'y avait rien. Allez hop, c'est open bar. C'était la proposition loi Ricard, je pense. Mais c'est vrai. Toi, tu étais plutôt ferrugineuse. Voilà. Non, c'est la proposition de loi Ricard, parce qu'à un moment, il y a quand même un autre député qui est sensible à ces questions de santé publique, un député MoDem, qui dit « Mais je ne comprends pas votre affaire, c'est pas ça qui va sauver les bars en zone rurale, la licence 4 ». Et il y en a un qui a répondu, parce qu'ils ne boivent pas du cognac ils boivent du blanc, ou à l'apéro, tu bois du blanc, de la bière, tu ne bois pas. Et il y en a une qui a dit, je me souviens en commission aussi, « S'il pastis ». Et là, j'ai compris. Et avec Lisande, on a vérifié, effectivement, ça procède de pastis. Évidemment, parce que évidemment, les pastis et Ricard ont un intérêt à ce qu'il y ait une augmentation des licences 4 en zone rurale. Voilà. Bon, ça, il y a eu l'alcool. Je suis intervenu à plusieurs reprises sur ces questions-là. Après, plus sérieusement, on a eu une proposition de loi sur le statut d'infirmière, qui m'a mis pas mal de... C'était pas simple, cette proposition de loi. En gros, on a modifié le statut des infirmières, c'est passé, hein, donc ça va changer vos vies et nos vies. C'est-à-dire qu'elles vont avoir le droit de prescription et le droit de faire des consultations infirmières. Moi, je me suis abstenu. J'ai aussi été mon vilain petit canard dans l'affaire. Ça a été voté à l'unanimité, il n'y a pas eu de vote contre. C'est une grosse demande des infirmières. Néanmoins, c'était quand même annoncé comme on n'a plus de médecins, donc on transfère une partie des compétences aux infirmières. Une partie des infirmières étaient pour, mais en fait, quand on a discuté avec les syndicats, par contre, CGT, ils étaient contre. Et en réalité, je pense que c'est un marché de dupes, parce qu'en gros, elles vont avoir en fait, des tâches de plus en plus lourdes, sans avoir ni les qualifications, ni les rémunérations. Alors, on a quand même eu un amendement, c'est pour ça que je me suis abstenu finalement, qu'on n'a pas voté contre. On a eu un amendement du groupe, et qui était aussi soutenu par LFI, où normalement il y a des négociations qui sont inscrites dans la loi pour l'augmentation des rémunérations. Donc on a gagné contre le gouvernement sur ça. Donc, bon, a priori, elles auront des revalorisations de salaire s'ils respectent la loi. Mais néanmoins, voilà. Enfin, moi, je trouve que c'était un sujet compliqué, difficile, parce qu'on avait une grosse pression d'une partie de l'ordre d'infirmiers et des infirmières en général pour qu'elles montent en qualification, ce que je peux comprendre. Et en même temps, on sent bien que la volonté était avant tout de faciliter l'accès aux soins. Et les riches auront accès à des médecins, et les moins riches auront accès juste à l'infirmière. Bon.
Mais beaucoup me disaient, oui, une infirmière, c'est mieux que rien. Bon, c'est vrai. Mais c'est toute une discussion qui était compliquée. Cette semaine, on a eu une proposition de loi sur les déserts médicaux. Cette fois-ci, à la gauche l'a voté, mais on ne s'est pas passé. Enfin, l'article 1 n'est pas passé. Sur les déserts médicaux, il y avait pas mal de mesures. La mesure la plus phare qui est décrite dans les journaux, c'est en gros, on va contraindre une partie des médecins, des jeunes médecins qui s'installent. Ils n'auront plus le droit de s'installer dans les 13% du territoire où déjà on a trop de médecins. Bon, les médecins sont contre. Et donc, ce n'est pas passé. Le lobby des médecins à l'Assemblée nationale est quand même très puissant, ce n'est pas passé. Bon, en réalité, moi, je pense quand même que ce n'est pas la panacée, cette affaire. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut augmenter le nombre de médecins qu'on forme et de massivement passer d'une médecine libérale à des centres de santé publics. Donc, c'est ce que j'ai défendu. Voilà, ça ne m'a pas empêché de voter la loi parce qu'effectivement, ça allait quand même plutôt dans le bon sens. Voilà, sur la santé, sachez qu'on a aussi auditionné la Haute Autorité de Santé, que je siège à l'ARS PACA, donc c'est l'Agence régionale de santé, PACA, et que je siège à Santé publique France. Donc ça me permet de vraiment, sur ces questions-là, d'avoir une action. On a rencontré le responsable de l'ARS PACA. J'ai aussi rencontré le responsable santé environnementale de l'ARS PACA. Et on a beaucoup discuté pollution de l'air, etc. Ça m'amène à l'avant-dernier ou dernier sujet, sur l'écologie. Dernier sujet. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une mobilisation importante, je pense que vous l'avez vu les uns et les autres. C'était organisé, il y avait beaucoup de gens de la mairie. Il y a l'association Respire, qui a fait une étude sur les enfants dans le Sud et qui a montré que quasiment 100%, c'est 100%, des écoles du Sud de la France sont finalement dans des zones où la qualité de l'air est mauvaise du point de vue de l'OMS. Voilà. Donc ça veut dire que nos enfants ont une qualité de l'air qui est mauvaise. Donc il y a eu une petite mobilisation autour des écoles de la circonscription. J'y suis passé. Et on a beaucoup discuté de ça aussi avec le responsable de l'ARS. C'est un sujet de santé publique majeur. Donc un des phénomènes à Marseille, c'est les croisières et les bateaux en général. Donc on travaille dessus, on est toujours sur une proposition de loi sur la sortie du croisiérisme. Mais évidemment à Marseille, ce qui est central et ce qu'il m'a redit, lui, ça reste les voitures. Et comment on lutte contre la voiture. Ça m'amène à une petite parenthèse sur la ZFE, donc les eaux à faible émission. Hier, en commission, toujours dans la même proposition de loi complètement folle, on a voté la fin des ZFE. Bon, je me suis abstenu. Alors plein de gens ne vont pas comprendre pourquoi je me suis abstenu. La raison de ça, c'est que moi, je ne pense pas que ce soit la solution et que j'ai lancé avec d'autres des pétitions contre la ZFE à Marseille, parce qu'en réalité, quand on n'a pas les transports en commun, et quand on dit aux gens qu'il faut qu'ils changent de voiture alors qu'ils n'ont pas les moyens de changer de voiture, je ne crois pas que ce soit la bonne façon de faire. Je n'aurais pas dit la même chose dans d'autres villes françaises, notamment à Paris, où les transports en commun sont tels que c'est légitime d'être pour les ZFE à Paris. Voilà, mais ça, je trouve que c'était intéressant parce que les ZFE, bon, l'objectif est louable, hein, c'est de la qualité de l'air, on est tous d'accord, ça provoque aussi énormément de morts. Il y a un rapport de l'ARS récemment dessus, donc on est tous pour, mais la façon de procéder, de finalement pas régler le problème de manière globale, par les transports en commun, par l'offre, mais de la gêner de manière coercitive, ça amène à un recul énorme, puisque là, c'est même pas un moratoire, ce que nous, on proposait à une époque, c'est la suppression des ZFE pure et simple. Donc voilà, sur la question écologique, il y avait d'autres sujets, j'ai oublié. Donc il y a la pollution de l'air avec les ZFE, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Je fais mon papier. Sur les forêts ? Ah, les forêts, merci. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je suis président du groupe Forêt Filière Bois. Ça tombe quand même pour un forestier, ça tombe bien. Et donc, du coup, on a décidé de relancer avec le groupe d'études, mais finalement, je ne vais pas le faire par le groupe d'études, je vais vous expliquer pourquoi, de relancer en fait une proposition de loi transpartisane sur les forêts. Donc là, on travaille dessus avec Mathilde. On ne le fait pas par le groupe d'études parce qu'en fait, il y a plein de députés RN dans le groupe d'études. Et que si on le fait par le biais du groupe d'études, on est un petit peu emmerdé avec les signataires RN qu'on ne veut pas. Voilà. Et qui pourraient signer. C'est le problème. Donc on est en train de faire une proposition de loi sur les forêts. Il y en avait deux qui étaient sur la table, une du centre et une plus transpartisane de LFI. On est en train de les fusionner, de rencontrer plein d'acteurs forestiers pour essayer d'avancer sur une proposition de loi transpartisane. En gros, limiter les coupes rases,
faciliter en fait le rachat de forêts et donc la fin du morcellement des propriétés forestières. Il y a augmenter la gestion et avoir une gestion plus durable. Enfin voilà, c'est ce type de choses qu'on va faire. Voilà, sur les questions écologiques, on relance, je vous l'ai dit, donc la question de la proposition de loi sur les croisières. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Juste en conclusion, évidemment, la situation politique, elle est difficile. Voilà, internationalement, tous les matins, on a l'impression que c'est de pire en pire. Je me faisais un peu la remarque que quand on regardait nos livres d'histoire, moi, je regardais Mussolini ou Hitler, et quand on voit des archives d'images, on a un peu l'impression que c'était croquinolesque. Je ne sais pas, quand vous voyez ça, Mussolini face aux foules, etc., on a un peu l'impression d'un truc, comment les gens ont pu. On se pose quand même cette question-là quand on regarde les livres d'histoire. C'est tragicomique, et finalement, le dictateur de Chaplin, c'est juste un peu plus, mais pas beaucoup plus, quoi. Le problème, c'est qu'avec Trump et Poutine, et puis Macron d'une certaine manière, même si je ne mets pas pas la même chose, mais on est quand même dans quelque chose qui est complètement burlesque en fait. C'est burlesque. Donc dans cette situation-là, je pense qu'il faut garder la boussole. Je l'ai redit à la dernière fois au vœu, mais notre boussole à la gauche, c'est que je crois qu'il n'y a que la gauche et les écologistes qui sont en capacité maintenant de battre Marine Le Pen. Je pense qu'il faut qu'on soit convaincu de ça. Je ne crois pas que le bloc central, là on le voit encore sur le projet de loi sur la simplification et la vie économique, ils votent tout avec le RN et ils ont plus de boussole. Ils font des trucs qui sont complètement dingues. Ils votent des trucs totalement dingues. On l'a vu sur les narcotrafics, on l'a vu, ils dérivent complètement. On le voit régulièrement avec les délires de Darmanin ou de Retailleau. Mais c'est l'ensemble du gouvernement qui perd les pédales. Et comme ils n'ont plus de boussole, c'est à la gauche et aux écologistes de combattre sur les valeurs, encore une fois, sur la justice sociale, la justice écologique, la démocratie. Voilà. Alors comment on fait pour que cette gauche soit rassemblée ? Je crois que d'abord, il faut repartir du fond, partir des programmes et éviter les postures. Il n'y a pas d'autre solution. Vous avez vu, j'ai peu critiqué les postures, que ce soit de Roussel ou de Mélenchon. Je trouve qu'il y a beaucoup d'inconséquences de part et d'autre, des uns et des autres dans la période. Moi, je continue à dire que partout où c'est possible, il faut rassembler la gauche et les écologistes et essayer de les rassembler sur une ligne de rupture parce qu'on a besoin d'être clair dans le projet qu'on porte. Voilà, moi je crois qu'à Marseille, on fait le taf puisqu'il y a eu encore samedi 15 mars, merci. Il y a eu un rassemblement de l'ensemble du NFP, c'était bien, il y avait des tables rondes, voilà. Donc on continue à faire ce travail-là de rassemblement. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'on continue et j'invite tous ceux et toutes celles qui sont là ce soir et ceux qui nous écoutent à vous engager dans les syndicats. Si vous ne vous engagez pas maintenant, je ne sais pas si vous aurez le loisir de vous engager dans 1 ou 2 ans, parce que je ne sais pas s'il restera des organisations dans lesquelles on pourra s'engager. Maintenant, on peut passer à la discussion. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs. Allez-y, si vous avez des questions, vas-y. Alors, vas-y. Bon, d'abord, je suis impressionné par le nombre de dossiers que vous maîtrisez et puis tout ce que vous faites. Donc, bravo. Je vais aborder un sujet lié à Trump. Et c'est un sujet qui m'inquiète en fait pour l'industrie française, pas que toute l'industrie de l'Europe et tout ça. C'est que la solution pour les entreprises, c'est une des solutions, c'est d'aller s'installer aux États-Unis, c'est-à-dire de construire leurs usines aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que comme ça, ils n'ont pas plus de tarifs douaniers, comme ça, ils peuvent bénéficier du fait qu'il y a moins d'impôts, etc., etc. Donc, ils ont intérêt. Et je me pose la question, comment est-ce qu'on pourrait... Parce que ça se passe déjà, il y a de plus en plus de sociétés françaises, européennes, etc., qui construisent des usines aux États-Unis. Et je me pose la question, comment est-ce qu'on pourrait combattre ça? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, mettre un exit tax dont on parle, ou dire, bon, si vous faites ça, on va taxer vos dividendes ou d'une manière ou d'une autre. Mais à mon avis, il faudrait combattre ça, parce que sinon ça va être très nocif pour l'emploi en France, en Europe, etc. J'enregistre la question. Voilà. Par contre, on va prendre 3 questions, comme ça Vas-y derrière. Alors moi, sur la question internationale, il y a quand même un mot qui manque dans tout ce qui a été dit.
et souvent ce moment, c'est la question de la paix quand même. Et je pense que si on veut réfléchir au niveau international, la meilleure défense, c'est la paix. C'est pas forcément d'entrer dans une économie de guerre. Et il est important aussi que nous, à gauche, parce que je pense que ça fait partie quand même des valeurs de gauche, cette question de la défense de la paix, et de la défense de la paix sur ce continent, parce que c'est quand même... On n'est pas sur un continent qui est anodin sur cette question-là, on est un continent qui a connu énormément de conflits, des conflits extrêmement violents, des conflits parfois même extrêmement destructeurs, et qui a su quand même construire la paix. Et c'est pour ça que je pense que c'est un mot qui doit être, qu'on doit se réapproprier, qui manque parfois un peu dans les discours justement sur aujourd'hui, et sur c'est très belliciste, on nous a fait une économie de guerre, moi j'aimerais bien qu'on mette une économie de paix au contraire. Et je pense que la paix est aussi l'un des moteurs du développement économique de l'Europe, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on a fait du capitalisme que l'Europe s'est développée, c'est parce qu'on a connu une période de paix. Et je trouve qu'on a tendance à oublier ce mot. Voilà, c'est un mot que je voudrais défendre. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir quand même sur la question du narcotrafic. On s'est aussi beaucoup battu parce qu'on a fait une tribune, on a fait une annonce autour du narcotrafic où souvent, et ça revient aussi toujours sur cette idée de comment on en sort, il ne faut pas oublier que l'un des problèmes de la loi, c'est toujours le répressif. Il faut prendre le problème sous son aspect global. Et comme tu l'as rappelé sur les centres fermés, la question du narcotrafic, elle ne peut pas faire l'économie de l'éducation, de la culture, comme on en a parlé au début, des centres sociaux, des lieux où, si on ne veut pas que le narcotrafic puisse recruter aussi facilement des jeunes n'importe où, il faut proposer à ces jeunes quelque chose. C'est pas simplement la répression qu'il faut faire. Mais quand on détruit la culture, quand on détruit l'école, ou quand on détruit les espaces sportifs, on sait aussi qu'on fait du narcotrafic. Donc c'est un problème plus global et qu'il faut arrêter de prendre simplement sous le biais de la prison en fait. Et le dernier point, c'était juste sur les transports. Je rappelle que nous avons aussi porté une proposition de transport gratuit. Et je pense que c'est aussi un des biais qui peut permettre à donner aux gens une voie vers la sortie de la voiture. Je vais répondre d'abord à ça, parce que ça fait plus de 3 questions là. Après, je ne vais pas y arriver. Je commence par la fin. Je suis très content parce que sur les transports gratuits, y compris à l'échelle de la circonscription, on avait travaillé sur la question. Je ne sais pas si tu te souviens, du temps de la NUPES. Je pense qu'il faut qu'on relance la dynamique. On n'est pas tous d'accord sur les transports gratuits à gauche. Moi, je pense qu'il faut qu'on n'hésite pas et qu'on le porte ensemble. Sur la question du narcotrafic, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Néanmoins, ce qu'on a voulu faire, en tout cas dans la période récente, c'est de ne pas en rester juste là, hein, avec, en gros, il faut développer la culture, l'éducation, et puis aussi la question de la dépénalisation, hein, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie de l'arsenal, parce que ça, on le porte à gauche traditionnellement. Et ce qu'on a voulu un petit peu rajouter, c'est le sens de la note que j'ai fait sur Mediapart sur le narcotrafic, c'est que oui, le narcotrafic, il y a une dimension capitalistique de ce narcotrafic. C'est-à-dire que c'est quand même des grands bandits qui utilisent l'ensemble des possibilités que le capitalisme leur laisse, notamment les paradis fiscaux, et qu'en réalité, un des moyens d'arrêter ce narcotrafic, c'est vraiment de taper au portefeuille, comme les riches d'ailleurs. Enfin, voilà. Donc on a voulu prendre cet angle-là, comme c'est l'angle aussi de la loi, et voilà, je pense que c'est intéressant, mais tout ce que tu as dit est très juste, et il ne faut pas l'oublier. Ouais. Mais en général, on le dit à gauche. En général, on dit si on veut éviter la délinquance, il faut de l'éducation, enfin, voilà, mais je suis complètement d'accord. Sur la paix, je suis d'accord, mais je voudrais quand même... il faut parler de la paix, mais il faut avoir aussi une stratégie de défense. Alors, la gauche, c'est un camarade qui dit ça, là, c'est Samy, et est toujours en balance entre 2 moments historiques. Le moment de 1914, et Jaurès, la paix, et le moment de 1939. Pourquoi ces 2 moments différents? Parce qu'il y a un moment, il est assez clair pour tout le monde, que les bourgeoisies ont décidé de se faire la guerre et qu'il fallait que les travailleurs empêchent cette guerre. C'est 14. Il n'y a pas de raison qu'on se foute sur la gueule avec les Allemands. La guerre 39, c'est quand même pas pareil. Et entre-temps, il y a le fascisme qui passe. C'est pour ça que la situation est légèrement différente. C'est qu'à un moment donné, c'est bien joli d'avoir un discours de paix, mais si tu es face à des gouvernements fascisants, expansionnistes, les deux, hein, fascisants et expansionnistes, Franco n'était pas expansionniste, par exemple. Mais Poutine et, je pense, Trump le sont. La Chine ne l'est pas vraiment. Donc, par exemple, la situation, et ce n'est pas un gouvernement fasciste, c'est autre chose. Donc la situation serait différente. Mais dès que tu as ces 2 ressorts, donc les peuples sont empêchés de parler puisque c'est fascisant, et c'est expansionniste, tu dois avoir ce discours de paix, mais en même temps, tu ne dois pas nier qu'en face, ils n'ont pas forcément envie de faire la paix.
Et c'est là où, du coup, il faut à la fois avoir le discours de paix et aussi le discours de la défense. Et les deux sont liés. Parce que si tu as une défense relativement solide et coordonnée, tu auras la paix, avec la Russie en tout cas. Avec les États-Unis, c'est une autre affaire. Mais avec la Russie, le rapport de force étant ce qu'il est, normalement, si on a une défense coordonnée à l'échelle européenne, on devrait éviter une extension du conflit. Pourquoi je parle de défense coordonnée? Parce que je suis contre, par contre, la défense européenne. Donc, dès qu'on commence à toucher ces questions, il y a plein d'autres choses qui sont voilà. Pourquoi je suis contre une défense européenne? Parce que le contour de l'Europe tel qu'il est aujourd'hui ne convient pas. Bon, des tas de raisons, parce qu'on a une partie des pays qui sont de toute façon d'accord avec Poutine ou Trump, c'est le cas de l'Italie ou de la Hongrie. Et l'autre raison, c'est que l'Europe peut se vivre comme elle-même une superpuissance offensive. Et donc le discours doit être un discours de défense et non pas de puissance. Là, pour la peine, j'étais en désaccord avec plusieurs fois la façon dont François Ruffin, par exemple, utilisait le terme de puissance, ou d'autres à gauche utilisent le terme de puissance. Je pense qu'il faut éviter ça, parce que dans le terme de puissance, il y a l'idée de projection, et il y a l'idée qu'on va se comporter comme une autre des trois autres puissances. Voilà. Je crois qu'on a à défendre un autre modèle, un modèle basé sur la justice sociale, la justice écologique et la démocratie, et que cet autre modèle doit être un modèle de paix. Là, je te rejoins. Mais voilà, mais il doit pouvoir quand même, à un moment donné, il va devoir très vite, c'est là où il ne faut pas avoir d'illusions, parce que l'Ukraine, on peut dire que l'Ukraine ne rentre pas dans l'UE, que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, mais si l'Ukraine chute, ça a été dit par Pauline, ils iront attaquer l'Estonie. J'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, tous les éléments nous le donnent. Et s'ils attaquent l'Estonie est dans l'Europe et l'Estonie est une démocratie. Et donc il va falloir pouvoir défendre le partenaire estonien sans l'escalade nucléaire. Enfin, vous voyez bien le bordel dans lequel on est. Mais voilà, c'est pour ça que oui, la paix, mais oui, la défense aussi est coordonnée à l'échelle européenne. C'était tes trois questions, c'est bon ? Bon, alors, sur comment on fait par rapport aux entreprises qui se barrent. Moi, je pense qu'il faut on n'est plus dans le même monde. On est passé, d'ailleurs, régulièrement, on a des vagues de mondialisation et des vagues de démondialisation. On est dans un moment, je pense, où on va aller dans une dynamique de démondialisation. Donc l'idée de la répartition internationale du travail avec la mondialisation, etc., c'est plus le schéma auquel il va falloir penser. Le schéma dans lequel il va falloir penser, c'est le schéma de souveraineté alimentaire, de souveraineté sanitaire, de souveraineté industrielle. Pas forcément à l'échelle française, hein. Ça peut être à l'échelle européenne, ça peut être à l'échelle aussi de pays qui sont avec nous, comme le Canada, des pays africains, etc. Mais il faut repenser ça autrement. Alors ça te paraît très théorique, mais après, de manière très concrète, c'est quoi? S'il y a une entreprise comme Sanofi qui veut aller aux États-Unis et qui vide ses entreprises françaises, si on était au pouvoir, il faut dire qu'on aide les travailleurs à reprendre l'entreprise et par contre, on garde les moyens de production. Moi, j'ai pas de problème que les capitaux de Sanofi aillent construire des usines aux États-Unis. Si nous, on est capable, d'une manière ou d'une autre, de reprendre l'outil de production et de faire les médicaments à la place de Sanofi, on va le faire à la place de Sanofi. Hein. Et tu vas voir que quand les choses vont commencer à être tendues, parce qu'il y a quand même des tensions géopolitiques extrêmement puissantes, une partie des gens qui sont contre toute la reprise de l'appareil d'État, qui sont contre le keynésianisme, etc., qui vont être avec nous. Hein. Parce qu'à un moment donné, c'est de la souveraineté industrielle. Il ne faut pas oublier que les Américains, qui étaient les plus grands capitalistes, se sont retrouvés quand même avec la politique de Roosevelt, qui était quand même très socialisante. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas photo. Donc moi, je pense que... Après, les mécanismes, tu t'en as donné un, l'exit tax, tu peux en partie taxer l'argent, mais il n'y a pas de miracle. S'ils veulent se barrer, ils se barreront. Comme les riches, s'ils ont envie de se barrer, ils se barreront. Enfin, tu ne peux pas faire grand-chose de ça. Donc voilà. J'ai fini sur ces trois questions, on va en avoir d'autres, mais d'abord, on voulait accueillir le plus beau maire du quartier. Le meilleur, surtout, qui sera réélu, d'ailleurs, j'espère. Alors, si la loi LPM passe, je ne sais pas ce qui va lui arriver, par ailleurs. Elle arrive, on pourra en dire un mot si tu me questionnes là-dessus, elle arrive en séance dans 2 semaines. Je crois, c'est ça ? 7 avril. 7 avril. Voilà. Mais il y avait d'autres questions, mais vas-y si tu veux dire un mot. Je suis ravi d'être parmi vous et donc je suis ravi de mettre cette salle à votre disposition évidemment pour faire ce travail d'échange et travail démocratique et donc c'est super. Et je pensais en t'écoutant que dans le 4-5 on essaie de développer aussi loin que possible le vivre ensemble et le bien vivre ensemble. Et ce bien vivre ensemble, on voit que bon, à l'échelle des États, ça devient très compliqué avec des cristallisations extrêmement fortes. Et
Et donc c'est par la base qu'on peut justement reprendre tout ça, c'est-à-dire que voilà, c'est à la fois le vivre ensemble, mais acceptable socialement. Et c'est ça qui est extrêmement important à notre échelle. Donc, évidemment, je suis très 4-5, vous voyez. Et donc c'est ça qu'on essaie de cultiver vraiment aussi loin que possible, dans la mesure de nos compétences qui sont assez faibles. Pas faibles, elles sont puissantes, mais elles sont restreintes. Et donc, voilà, c'est à la fois c'est un travail commun qui consiste à traiter les grandes échelles et puis l'échelle locale, l'échelle sur laquelle on a les pieds bien par terre. Donc, voilà. Et donc, je vous donne rendez-vous évidemment tous dimanche à Sébastopol pour cultiver ce vivre ensemble. Alors, ça me fait penser à deux choses avant de vous redonner la parole. Agir local, penser global, on est en plein dedans. Hein, voilà. Et deuxième chose, ça permet de répondre à ta question sur la paix. Je pense que notre meilleure réponse pacifiste, c'est l'internationalisme. C'est-à-dire que je pense que la façon de travailler la paix, c'est de tendre la main aux travailleurs et au peuple américain et russe en permanence. Voilà. Et ukrainien, évidemment. Et palestinien. Vas-y. Alors, écoute, tu as raison effectivement de dire que tous les matins, on découvre une situation au niveau international qui est extravagante, qui est très inquiétante aussi. Moi, j'aimerais rajouter aussi dans ce débat la question de la Turquie, oui. Parce que on sait qu'Erdogan est capable de tout. C'est un pays, quand on voit aujourd'hui l'évolution des manifestations, qui est au bord de la rupture. Et c'est un pays qui a une importance assez importante au Moyen-Orient, avec de nombreux contrôles et de nombreuses violences qui sont faites au peuple, qui sont notamment proches de l'Irak, proches de l'Iran. Et donc, il y a une grosse inquiétude sur la Turquie, et notamment comment cela va évoluer. Surtout que la Turquie, c'est un pays qui est quand même très 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 bizarre, puisqu'ils sont membres de l'OTAN, et lui, Erdogan, est plutôt proche de Poutine. On est quand même à un carrefour politique assez étonnant, assez inquiétant. Et dans la situation du Moyen-Orient, enfin voilà, donc à surveiller. Il y a une manifestation qui est prévue à Paris samedi, mais il y en a une qui est en préparation sur Marseille, et dès que j'aurai l'information, je la transmettrai. Un deuxième point, moi j'aimerais revenir sur le 22 mars. Alors, je suis plutôt d'avis que le 22 mars était pour moi un échec. Pas uniquement par rapport à la manifestation, qui n'a pas mobilisé énormément de monde. Alors les syndicats et les partis disent 300 000, on est certainement bien en dessous de 300 000, sur l'ensemble des 100 et quelques manifestations qu'il y a eu sur le territoire. Moi, là où je vois un échec, c'est qu'en fait, sur la question du racisme, sur la question de l'antisémitisme, sur la question de l'afrophobie, rien ne se fait. On ne combat pas ces fléaux. Rien n'est développé pour combattre la montée du racisme dans toutes les couches de la société. Et notamment fortement relayé par les médias. La parole s'est complètement libérée. Moi, je vis dans une famille afrodescendante. Et tout le temps, tous les dimanches, j'entends les petits-neveux, les petites-nièces dire « mais voilà, ça se passe comme ça ». Voilà, je morfle, j'en entends, des vertes et des pas mûres. Tous les jours, il se passe quelque chose, tous les jours. Et pour moi, l'échec, il est qu'on peut se mobiliser le 22. Oui, on peut organiser des manifestations, mais que faisons-nous contre le racisme? Que faisons-nous contre l'antisémitisme? Que faisons-nous contre l'afrophobie? Mais après, tout le reste, tout le panel du racisme qui peut exister, l'homophobie, etc., etc. Et on voit bien aujourd'hui que ça court, ça se développe, la parole est complètement libérée, et voilà. Et il n'y a pas de résistance qui est organisée, il n'y a pas de combat qui est organisé par rapport à ce phénomène. Enfin voilà, après, je voulais terminer simplement sur les infirmières, sur la question des infirmières. Leur condition de travail est extrêmement dure, notamment par rapport aux horaires, et notamment par rapport aux tâches qu'elles doivent effectuer.
Je voulais simplement rappeler qu'entre une infirmière allemande qui travaille dans un service public allemand et une infirmière qui travaille dans un service en France, il y a 1 000 € d'écart sur le salaire. Donc bien entendu, on ne peut pas leur donner plus de tâches. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je voudrais rebondir, avant de poser une question, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, que tu as souligné très justement tout à l'heure, l'abondance du vocabulaire belliciste auquel on était confronté en ce moment, auquel Thierry a répondu en disant qu'on ne parle pas assez de paix, on parle trop de guerre, c'est vrai aussi, mais on peut se poser aussi la question comment les idées fascisantes pénètrent nos consciences et notre société par l'intermédiaire justement du langage, du vocabulaire et de la sémantique. Et d'ailleurs, à ce propos, je pense qu'on a un travail, d'ailleurs, Trump a publié une liste là-dessus, des mots qu'il ne fallait pas employer sous peine de, ça commence bien. Après, on se dirige lentement vers l'autodafé, on y arrivera sûrement un jour, si ça continue. Et puis, à ce propos, justement, à propos de la rigueur sémantique à laquelle on doit s'attacher, je pense à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit on ne peut compter que sur la gauche pour faire rempart au Front National. Et je suis d'accord. Et il faut revoir la notion de front républicain. Est-ce qu'on peut considérer comme républicains des gens qui s'assoient tous les jours par leur politique sur un principe fondateur du pacte républicain qu'est l'égalité? Donc cette notion-là, je trouve qu'il faut la revoir. Se dire on va se débarrasser de Le Pen en votant pour des Macron, c'est une idée récurrente chez moi. Voilà, je pense que c'est un vrai marché de dupes. Parce qu'on ne lutte pas contre le Front National aujourd'hui d'une élection, mais en supprimant tout engrais à son terreau, en l'asséchant. Et voilà. Bon, je vais commencer par ça, parce que c'est le point de désaccord que j'ai avec toi toujours. Moi, je ne suis pas fan du Front républicain, en général. Ça dépend du stade de fascisation. C'est-à-dire que, pourquoi il fallait le faire la dernière fois? Parce que sinon, Bardella serait Premier ministre. Aujourd'hui, il serait Premier ministre si on ne l'avait pas fait. Est-ce que c'est une différence d'avoir aujourd'hui Bayrou Premier ministre ou Bardella? Oui, c'est une différence. Et c'est ça, la boussole. C'est-à-dire que faire un front républicain pour faire un front républicain, je m'en fous, c'est pas la question. Mais en tout cas, je veux éviter que les fascistes arrivent au pouvoir. Je veux éviter qu'ils arrivent au pouvoir dans ma ville, je veux éviter qu'ils arrivent au pouvoir dans ma région, je veux éviter qu'ils arrivent au pouvoir dans mon machin. Et ceux qui me disent, oui, s'ils arrivent au pouvoir, et après, non, il n'y aura pas après. Parce que vous êtes dans un processus de fascisation, c'est pas le tout de suite après, mais Erdogan, je vais y répondre. Au début, Erdogan, il est un peu autoritaire, ensuite il s'en prend aux fonctionnaires, il a licencié plus d'1 million de fonctionnaires, Erdogan, et maintenant il met le principal opposant en prison. Donc c'est un processus. Voilà. C'est un processus de fascisation. Et si tu mets des fascistes au pouvoir, tu fais un saut dans le processus. Et je ne veux pas de ce saut, et donc je voterai n'importe quand, je voterai toujours pour un candidat qui n'est pas fasciste. Voilà. Et si tu appelles ça Front républicain, je ferai le Front républicain. Chacun fera ce qu'il veut. Et moi, je ne prends pas cette responsabilité, ni pour ma ville, ni pour ma région, ni pour ma nation. Après, s'il n'y a aucun risque, je ne vais pas me battre. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais je crois qu'il ne faut pas que vous sous-estimiez le saut dans l'inconnu que les uns et les autres on peut faire à partir du moment où c'est ceux d'en face qui ont le pouvoir. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas exactement les mêmes. Moi, je les ai tous les jours. Les macronistes, en ce moment, sur la culture, tiens, sur les macronistes, bon, ils veulent faire un grand truc, là, pour France Télévisions, ils vont encore couper des machins, etc. Le RN et LR, alors je ne sais pas si on les met dans le Front républicain, ça c'est un autre débat. Mais le RN et une partie de la droite, maintenant, disent clairement en commission, suppression nette du service public audiovisuel, dès demain matin. Dès demain matin. C'est-à-dire qu'ils arrivent au pouvoir, ils suppriment France Bleu, ils suppriment Radio France, ils suppriment France... C'est clair, ils le disent, ils le répètent. Donc si tu veux, moi, c'est ça la principale différence. Bon. Après, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais moi, c'est que on ne peut pas leur faire confiance aux macronistes pour être des vrais remparts à l'extrême droite. Tu as tout à fait raison. On ne peut pas leur faire confiance, on le voit là. Bayrou, il reprend les mots du RN, etc., etc. Donc tu ne peux pas leur faire confiance. C'est pour ça qu'il faut les censurer. Ah mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'il faut les censurer. Je peux juste rebondir, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, totalement d'accord. Je pense qu'il y a une vraie éducation à faire auprès du grand public
l'éducation à faire, c'est sur le populisme. Regardez ce qui se passe avec le populisme. Regardez Erdogan, regardez Poutine, regardez Trump maintenant, regardez la Hongrie. Regardez exactement ce que vous dites. Et je pense que le grand public n'est pas assez conscient de ces dangers de populisme. Et effectivement, que ça se passe peu à peu. Et puis après, on se trouve complètement... Après, c'est fini. C'est-à-dire... Alors, pour répondre à... Oui, mais fini. J'ai pas fini là, sur le racisme. Moi, je pense que quand même, cette mobilisation, elle était là pour réaffirmer quelque chose d'important. C'est que dans notre pays, on ne veut pas du racisme et de l'antisémitisme. Et je crois qu'il n'y a pas 1000 façons de faire. C'est-à-dire qu'il faut continuer de réaffirmer que ces idées-là, on n'en veut pas, elles ne sont pas républicaines, elles ne sont pas dans notre République. Voilà. Et donc, la mobilisation... Elle était là et elle a permis, si tu veux, de réaffirmer ça. Et on était relativement nombreux. Enfin, pour moi, c'est une mobilisation réussie. Est-ce que c'est comme ça que tu vas déraciner le racisme? Ben non, ça on le sait bien. Voilà, on le sait bien. Si on avait la baguette magique pour éviter la reproduction des idées racistes, homophobes et sexistes, moi, je signe tout de suite. Hein. Je signe tout de suite. Mais tout ce que je peux dire, c'est que quand même, la gauche, par son travail sur ces questions-là pendant des années a empêché que ça aille plus vite. Et en réalité, ce que vous disent les bouquins là de... Aide-moi. Hein? Celui qui a travaillé sur les idées... Non, pas Choupout. Non, pas Félicien Faury, l'autre. Tibéri. Le bouquin de Tibéri, et moi je l'avais dit dans mon bouquin, mais sûrement beaucoup moins évolué que lui, parce qu'il a vraiment regardé ça. Sur le long terme, en fait, la France est un peu moins raciste, un peu moins sexiste. Bon, c'est ça, et un peu moins homophobe, sur le long terme. Elle est raciste, mais les idées racistes ont légèrement diminué, voilà, sur le long terme. Sauf que les classes populaires racistes, avant, votaient à gauche, alors que maintenant, elles votent RN. Ou elles votaient LR, massivement même, et maintenant, elles votent RN. Ou alors, les enfants de ceux qui votaient à gauche votent RN. C'est plutôt ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais en réalité, les idées racistes, elles étaient très puissantes en France dans les années 60, parce qu'il y avait la France avec l'Algérie, il y avait la guerre d'Algérie, etc. Enfin, la police française mettait quand même les Algériens dans la Seine. Hein, voilà. Donc, donc on combat ça, et la gauche continue de le combattre. Ce qui est quand même nouveau, et c'est ce qui explique très bien Tibéri, c'est ça Tibéri? Ce qui explique très bien Tibéri, parce qu'on l'a vu, on l'a auditionné, donc il nous a fait une conférence, c'est que le Rassemblement national arrive à faire du racisme, en fait, un curseur politique qui fait une motivation de vote et qui surdétermine tout le reste. Et nous, il faut arriver que quelqu'un qui a ces pulsions un peu racistes, qui n'aime pas les étrangers, finisse par arrêter de voter Rassemblement national, et petit à petit que ça ne devienne plus sa préoccupation majeure et qu'au bout d'un moment, il oublie. Bon, tu vois, et qu'il ne devienne plus raciste. Et pour ça, il faut que le fait de mettre un label, tu vois, un truc en disant « pas bien », contrairement à ce que les gens disent, eh ben en fait, ça marche. C'est-à-dire qu'à force de dire qu'être homophobe, c'est pas bien, et ben à la fin, on a fait baisser l'homophobie. Enfin, de croire que ce truc-là, tu sais, est purement idéaliste, etc., et que finalement, ça n'a aucune... Ben non, en réalité, ça a eu un impact au cours de l'histoire. Il faut qu'on continue à dire que moralement, c'est pas bien. Alors, ça ne sert à rien si socialement, tu n'arrives pas à régler les problèmes. On est d'accord. Parce que la source d'une grande partie des frustrations vient des frustrations sociales, du chômage, du manque d'emploi, de la concurrence, etc. Donc c'est en réglant ça aussi que tu régleras les problèmes sur le racisme. Mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner cette façon de mener le combat. Voilà, c'est juste que... Et puis de toute façon, on n'a pas d'autre solution. Puis si quelqu'un a une autre solution, je veux bien, mais j'en trouve pas d'autre. Donc il faut continuer à manifester autant que... Et puis continuer à fracasser du fascisme parce que c'est un fasciste. Enfin, voilà. Et continuer à leur dire, vous êtes des racistes, vous êtes des antisémites. D'ailleurs, très sincèrement, si ce truc-là de mettre un label et une cible ne marchait pas, ils ne prendraient pas autant d'énergie à qualifier l'AFI d'antisémite. S'ils prennent autant d'énergie à qualifier l'AFI d'antisémite, c'est que ça a bien une efficacité à la fin sur les électeurs, tu le verras. Et donc je pense qu'il faut, d'ailleurs il faut éviter de se retrouver dans cette situation-là, bon bref. Mais donc je pense que c'est un truc important. Tu avais une autre question sur les mots, on en a un peu parlé, tu vois. La sémantique joue aussi, enfin voilà. Vas-y, Emmanuel. C'était juste que tout à l'heure, tu parlais de la boussole de la droite, qui avait perdu sa boussole. Et moi, j'ai le sentiment qu'en fait, il y a une boussole commune entre la droite et l'extrême droite, c'est le néolibéralisme. Enfin, c'est partagé par plein de gens, mais c'est pas qu'un sentiment. Et ce qui fait que
pour défendre, ça c'est une vraie boussole. C'est une vraie boussole pour Macron, c'est une vraie boussole pour tout un bloc comme ça, ce libéralisme-là. Et ils sont prêts à défendre n'importe quoi qui conforte, qui ne touche pas ce modèle économique. Et c'est pour ça que la FI devient antisémite, devient le danger. C'est pour ça que les écologistes deviennent le danger, les terroristes, etc., etc. Et c'est pour ça aussi qu'ils se retrouvent à faire cette manifestation qui a eu lieu, pas une manifestation, mais une sorte de colloque qui a eu lieu là sur les droites républicaines contre l'islamisme. Et on voit bien qu'il y a quelque chose où l'alliance, on a quand même le sentiment que l'alliance est cherchée en permanence. Donc c'est des questions d'islamisme qui sont à tout va, enfin, pour justement préserver un modèle économique qu'ils partagent sur toute cette droite et qui serait mise à mal finalement par des valeurs plus sociales. Et je ne sais pas comment, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on entend sans arrêt, je trouve, qu'on entend quand on allume la radio de service public, où jamais quelque chose n'est mis en perspective, n'est contredit sur des propos qui sont tenus, qui sont proprement scandaleux. Et il y a la figure maintenant du musulman, comme il y avait la figure du juif dans les années 30. Oui. Et comme il y a la figure... Les judéo-bolcheviques. Voilà. Et on est islamo-gauchiste. Enfin, il n'empêche que comment est-ce que c'est possible d'intervenir là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a un vieux fond quand même. Est-ce que, par exemple, quand il y a cette espèce de congrès, enfin de colloque ou de je ne sais quoi, il y a une question à l'Assemblée, enfin, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut... c'est pas normal que nos dirigeants se prêtent à ce genre de choses, quoi. Je te répondrai après, mais il y avait une question derrière. Et après, on va peut-être conclure. Donc, s'il y a d'autres questions... Merci. Ouais, je vais faire court. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est à un moment critique avec un fascisme décomplexé à l'international, au national, avec un centre qui joue aussi leur jeu. Et comment est-ce que nous, à gauche, on peut, de façon vraiment concrète, s'opposer à cela et vraiment un petit peu se réunir à travers une cause. Et moi, je pense que la question des retraites, justement, qui est aujourd'hui un petit peu remise en question, notamment avec maintenant la question du réarmement qui est lancée par Macron, qui attise aussi les peurs de tout le monde pour taper dans le modèle social, et notamment aussi pour remettre, on va dire, refaire passer ou refaire oublier sa réforme des retraites et la laisser telle qu'elle. Donc comment est-ce que nous, et notamment à travers l'Assemblée nationale aussi, on peut se ressaisir vraiment pour créer une forme d'enthousiasme, de dynamique à gauche aussi, à travers la question des retraites? Moi, je pense que, tu vois, quand tu formules les choses en disant le néolibéralisme, ils ont ça en tête, en fait, je pense qu'on n'a pas pris la conscience de la rupture qui est en train d'avoir lieu. C'est-à-dire qu'on a eu une séquence où, effectivement, l'agenda, c'est un agenda néolibéral. Donc, libéralisation des marchés, etc., etc. On n'est plus dans cet agenda-là. Donc, en fait, l'agenda de Trump, là, c'est du protectionnisme d'une très grande violence. Hein. Augmentation de 25% des taxes qu'ils viennent de décider là aujourd'hui sur les produits français. Donc, on est une guerre économique avec le Canada. Les Canadiens ont décidé de boycotter les produits américains. Ils ont même viré des produits américains de leur marché. Donc, d'un coup, on a une sorte de revirement complètement des choses. Et ceux qui nous gouvernent étaient sur cet agenda néolibéral, mais ils sont complètement perdus, tu vois, parce que d'un coup, ça, tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça, complètement... Donc moi, je ne les formulerai pas exactement comme ça. Ce qui se passe, en fait, à chaque fois, c'est que tu as des fascistes qui, eux, peuvent avoir n'importe quel discours économique. Toujours. C'est pas nouveau. Il est toujours libéral. Non. Pas du temps des années 30, non. Il est toujours du côté des classes dominantes. Il est toujours du côté des classes dominantes, ça oui, mais il n'est pas toujours libéral, c'est pas vrai, il n'est ni libéral politiquement, ni libéral économiquement. Enfin, il suffit de regarder un peu ce qu'avait fait Mussolini ou Hitler en termes d'économique, etc. Et c'est pas vrai que la bourgeoisie a toujours besoin du libéralisme. Elle peut parfaitement faire énormément de profits, comme en Chine, sans le libéralisme économique. Et donc, si tu veux, les deux ne se matchent pas complètement. Donc, en réalité, l'extrême droite a un discours, dans l'histoire, un discours totalement opportuniste. Donc le grand-père
il était totalement libéral. Marine Le Pen a eu un discours quasiment gauchiste. Hein. Je vous rappelle quand même que... Non, mais si, sur les retraites, je vous jure, hein, à l'Assemblée nationale, ils interviennent sur les salaires des infirmiers, sur le SMIC, enfin pas sur le... Si, sur le SMIC, si, sur les salaires, en tout cas. Alors, ils ont une façon d'augmenter les salaires qui n'est pas la nôtre, mais ils ont des discours sociaux. Très clair. Et ils votent avec nous d'ailleurs sur les retraites, sinon on n'aurait pas eu de majorité, je vous rappelle, ils votent avec nous sur des tas de questions qui sont plutôt des marqueurs de gauche. Sauf que là, ça commence à changer. Là, tu as raison, parce que l'extrême droite est trumpiste aux États-Unis, donc ils sont perdus aussi. Parce que les trumpistes, eux, sont un peu... Enfin bon, ils cassent l'État en tout cas. Mais ce n'était pas le discours d'une grande partie de l'extrême droite française de casser l'État. Hein. Ils voulaient renationaliser EDF, je vous rappelle. Hein. Enfin, c'est eux qui poussaient la campagne sur la renationalisation d'EDF. Donc en réalité, ce qui se passe plutôt, c'est que tu as une extrême droite qui est totalement opportuniste et qui arrive à gagner des voix en étant d'une opportunité. Ils disent tout et leur contraire. Ça n'a ni queue ni tête. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des dirigeants qui, eux, ont un agenda politique et économique peut-être un peu plus construit, mais là où tu as raison, c'est qu'ils préfèrent donner les clés du camion à l'extrême droite plutôt que de prendre le risque d'avoir la gauche qui redistribue les richesses. Mais ça, Chapoutot le dit avec les nazis, enfin, c'est la même histoire. La même histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas leur premier choix, c'est jamais leur premier choix, pour des tas de raisons qu'on comprend bien, parce que donner les clés du camion à Hitler ou Mussolini, tu vois les gars, tu dis, oh, c'est peut-être dangereux. Ils se sont posé la question, mais ils ont quand même donné les clés du camion hein, à la fin. Et là, c'est pareil, donner les clés du camion à Marion Le Pen ou à Le Pen ou à Bardella, tu vois. Tu dis, est-ce bien raisonnable? Mais en même temps, ils préfèrent les donner à eux qu'à Mélenchon ou à nous. Hein. Ça, c'est clair. Bon, qu'on verra. Néanmoins, je pense que poser comme ça permet de mettre le 1er mai comme un moment important pour mettre la pression et de remettre la gauche sur les questions sociales et pas sur les questions de racisme. Et ça permet de dire, voilà, on va à la... Alors, pourquoi en mai et pas en juin? Parce qu'il y a le conclave en juin. C'est que si tu le fais en juin, je pense qu'à la fin, si on fait une motion de censure en juin, elle est fichue de passer, mais on a directement la dissolution. À froid. Bon, donc je pense qu'il vaut mieux en mai, parce qu'en mai, il ne peut pas dissoudre. Voilà, et que ça nous laisse un mois pour envisager la dissolution s'il saute. Donc voilà, je pense que c'est le mieux. Néanmoins, ceux qui freinent, on a des discussions dans notre groupe et certains ne sont pas convaincus de ça. Et je pense qu'au PS, certains ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas convaincus pour une raison assez simple. C'est que si le gouvernement saute, qu'est-ce qui ne te dit pas qu'il ne va pas mettre Bardella comme Premier ministre? Ou donner vraiment les clés du pouvoir au RN, ou voilà. Tu vois, on a un peu cette inquiétude quand même, qu'il soit capable de le faire. Que tu aies vraiment un basculement comme il y a eu, parce que c'est ce qui s'est passé avec les nazis. Hein, ils sont pas majoritaires, ils font 33% quand la droite décide de leur donner les clés du camion 1. Et voilà, donc et pareil en Italie, pareil là, les gouvernements l'extrême droite est rarement majoritaire, elle est toute seule. Donc il y a bien cette inquiétude et donc on vit avec. Maintenant, je pense qu'on peut pas. Plus tu repousses, en fait, plus ça va de mal en pis. Donc tu as intérêt à avoir la dissolution et voilà.